Des maths à des maths, mes chers auditeurs, je suis le Marveiler et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau format, ce qu'on pourrait appeler une lecture nationaliste, la lecture d'un court document sur un sujet historique ou politique qui pourrait nous intéresser. N'hésitez pas à me faire savoir si ce genre de format vous plaît, histoire de savoir si j'en refais d'autres ou pas. Et il y aura quelques annexes en fin de vidéo, donc ne quittez pas trop vite. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un document écrit par Anne Le Diascorne qui traite des origines de l'assassinat de l'abbé Pérotte. Si jamais vous souhaitez vous-même vous procurer et lire ce petit document, qui est très court, il fait à peine 8 pages, vous pouvez vous rendre sur le site de l'IDBE, idbe.org, pour vous le procurer en libre téléchargement. Commençons donc sans plus tarder. Les origines de l'assassinat de l'abbé Pérotte, écrit par Anne Le Diascorne. L'assassinat, en 1943, par un militant communiste de l'abbé Pérotte, l'une des grandes figures du mouvement culturel, reste une plaie ouverte dans l'opinion bretonne. Il est temps de comprendre l'enchaînement des faits qui ont conduit à sa mort tragique. 60 ans après l'assassinat de son recteur sur une route du Finistère par un militant communiste, l'ancien enfant de chœur de Scrignac, seul témoin du drame, vit toujours dans le souvenir de l'abbé Pérotte, personnalité controversée du nationalisme breton. C'est vrai, souvent il disait que les Allemands allaient gagner la guerre et qu'après la Bretagne serait autonome, se souvient Raymond Mescoff, 73 ans, ancien membre de la CGT et du Parti communiste. Sur les murs de sa modeste chambre à Brest, il a épinglé une photo de la chapelle de Coatquéo, près de Scrignac, où est inhumé l'abbé. La mémoire de Jan Vary Pérotte est toujours célébrée, notamment le 15 août, par les autonomistes bretons. Il avait été envoyé en pénitence en 1930 dans des terres communistes en raison de ses idées bretonnantes. Pour le 50e anniversaire de sa mort, Raymond Mescoff avait refait avec 2 autres camarades les derniers kilomètres parcourus par l'abbé. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui l'ont connu, notamment à Scrignac, préfèrent ne pas remuer un passé toujours présent dans les esprits. Beaucoup évoquent à grands traits un curé qui célébrait la messe et enseignait le catéchisme exclusivement en breton. On se souvient également qu'il formait des groupes de chanteurs, danseurs et musiciens bretons. Une croix anonyme, plantée dans un talus à quelques kilomètres du bourg, rappelle l'endroit où il a été tué. Un assassinat politique. Le dimanche 12 décembre 1943, à 12h15, l'abbé s'écroule à terre après avoir reçu une balle de revolver en pleine tempe tirée par un homme en embuscade sur un talus. Emmitouflés dans leur capeline, le curé et son enfant de chœur rentraient en sabots de Saint-Corentin, où ils avaient célébré une messe. C'est une voiture allemande qui est venue chercher son corps vers 15h. Entre-temps, les gens venaient et repartaient, personne n'osait venir du bourg pour le chercher. Je ne crois pas qu'il a dénoncé des gens. Au contraire, il a fait revenir certains qui étaient prisonniers en Allemagne, par exemple le conjoint d'une femme mourante, ajoute Raymond Mescoff, recueilli par l'abbé après avoir été abandonné par sa mère à la naissance. Il m'aimait bien, je l'aimais bien, j'étais bien avec lui. Il a payé des études à beaucoup d'entre nous, pas à moi parce que je n'étais pas bon à l'école, souligne Raymond qui, après la mort de son protecteur, est devenu ferrailleur. Un prêtre engagé. Lorsqu'il a été assassiné, l'abbé Jan Vary Pérotte, alors âgé de 66 ans, était considéré comme une haute autorité spirituelle et linguistique du mouvement breton. Intellectuel de haut niveau, animé par une foi chrétienne sans faille, nationaliste breton intransigeant, ardent défenseur de la langue bretonne et des coutumes de sa patrie, meneur d'hommes infatigable, l'abbé Pérotte était aimé et écouté, mais aussi critiqué et parfois haï. La tragédie du 12 décembre 1943 résulte de la convergence de forces aux origines les plus diverses, appartenant tant à l'actualité du moment qu'au passé, et trouvant leur origine dans des lieux aussi éloignés que Moscou, Londres, Rome et Vichy. Jan Vary Pérotte, né en 1877, fut ordonné prêtre en 1903. Il avait déjà impressionné son entourage par ses capacités, la solidité de sa foi et son amour pour la Bretagne. En 1902 notamment, il avait mal supporté l'interdiction faite au clergé par le gouvernement français d'enseigner le catéchisme en breton.
Son activité infatigable, déployée pour la défense de la langue bretonne et la formation des jeunes, dans le cadre de l'accomplissement de son sacerdoce, entrait dans les vues de l'Église, alors convaincue que la préservation des coutumes bretonnes protégerait la foi. Toutefois, les initiatives qualifiées de séparatistes, prises par l'abbé Pérotte durant 40 ans, lui avaient valu de temps à autre des mises en garde émanant de l'évêché de Quimper. L'abbé eut à s'expliquer longuement plusieurs fois à ce sujet devant sa hiérarchie. Les militants laïcs avaient bien compris la stratégie de l'Église. Ainsi, l'abbé Poisson écrit « En Basse-Bretagne, la lutte anti-religieuse avait pris une tournure de lutte contre l'Église et contre la langue bretonne, regardée comme un rempart contre l'invasion des idées laïques. » Les activités de l'abbé se centraient sur son association Blunbrug, dont le programme était sans équivoque. Défendre les traditions de la Bretagne catholique, maintenir la langue bretonne, soutenir le renouveau littéraire, revendiquer pour la Bretagne le plein exercice de ses droits en matière culturelle et linguistique et en matière d'enseignement. Les premières attaques contre son action eurent lieu dès 1911. Elles furent orchestrées par la gauche, libre-penseur franc-maçon, et par la droite ultra-conservatrice, soucieuse de ne pas détourner le peuple de son travail agricole. Ces attaques étaient et sont restées d'autant plus vigoureuses que la revue Feyza Braise, placée sous l'autorité de l'abbé à partir de 1911, entièrement rédigée en breton depuis 1907, prenait un essor significatif. La Grande Guerre ne fut qu'une parenthèse dans l'activité du jeune prêtre. L'abbé Pérotte, mobilisé, revint avec d'excellents états de service et reprit ses activités dans une Bretagne que les épreuves de la guerre, les immenses pertes humaines, avaient sorti de la léthargie. Le congrès du Blunbrug en 1923 se fit un reflet de cette évolution. Alors que paraissaient dans Feyza Braise des articles défendant une large autonomie pour la Bretagne, en se référant au traité d'union à la France de 1532, garant de cette autonomie. 2 ans plus tard, le congrès de Guingamp précise que l'association poursuit la préparation d'un régime dit d'autonomie. Parmi les faits marquants de ce congrès, citons la suppression des statuts par l'Assemblée générale du passage, en dehors de toute tendance séparatiste, et l'extension du champ d'action du Blunbrug à toute la Bretagne. En 1927, au congrès régional des jeunes réunis au Folgoat, l'abbé prit longuement la parole pour exalter le patriotisme breton, puis il milita pour l'unification de la langue écrite. En 1930, l'évêché affecta le bouillant prêtre à Scrignac, véritable terre de mission largement déchristianisée. Une partie de la population, gagnée au communisme le plus sectaire, lui créa nombre de difficultés. Tout en accomplissant ardemment sa mission de prêtre, l'abbé Pérotte persévéra dans sa défense de la Bretagne, tant et si bien que c'est dans ces années cruciales qu'il gagna dans les milieux autonomistes le titre de père de la patrie. L'abbé Poisson, en parlant des attentats autonomistes de Rennes et d'Ingrande, rappelle que l'abbé Pérotte ne voyait pas ces événements d'un œil trop courroucé. Accusé de se servir de la foi pour promouvoir la Bretagne, l'abbé Pérotte écrit en 1936 « On ne peut pas avoir 36 publications dans une maison. Là où Cœur Vaillant ou À la Page entre, Feyza Braise n'a qu'une chose à faire, c'est de se retirer. Puis, parce que nous n'avons pas cru devoir écarter Braise-Atao et Arfals, on m'a fait une scène. Braise-Atao est autonomiste, mais je ne crois pas qu'il y ait une raison suffisante pour le faire condamner. Voyons maintenant pour Arfals, cette revue n'a rien de communiste. » En 1939, l'abbé Pérotte a donc donné de lui-même une image qui lui attire des ennemis tous azimuts. Promoteur ardent de la foi, il a contre lui la libre pensée, la frange anticléricale de la franc-maçonnerie et leur prolongement politique. Défenseur acharné de la Bretagne, il réunit contre lui tout le jacobinisme français. Même l'Église ne se range pas à ses côtés. Il mobilisa contre lui les ecclésiastiques gallicans, lire français, comme Monseigneur Duparc, évêque de Quimper. Enfin, il a déjà croisé le fer avec les communistes, qui lui vouent une haine tenace. Amis et ennemis, gardez en mémoire la déclaration de l'abbé Pérotte, prononcée au congrès du Blunbrug en 1925. De quelles armes doivent se servir les Bretons pour atteindre leur but? Des armes de lumière, les mêmes que recommandent les évêques pour sauvegarder les libertés de l'Église. Exposer les droits, les réclamer sans cesse, les peuples comme les gens ont droit à la vie, et si les lois les condamnent à la mort, ces lois sont mauvaises et doivent être foulées aux pieds. Comment atteindre ce but?
en faisant pression sur les législateurs et en refusant de voter pour ceux qui ne veulent pas défendre les droits du pays. Un homme mille ennemis. La guerre va accentuer les animosités. Sous la Troisième République, il fait l'objet de tracasseries policières, perquisitions dans son presbytère. Diverses rumeurs sont lancées, laissant supposer de sa part une compromission avec l'Allemagne. Sous le gouvernement de Vichy, il est nommé au comité consultatif de Bretagne, au même titre, par exemple, que le duc de Rohan. Il parle plusieurs fois à Radio Bretagne de sujets religieux. Soumis à l'imprimatur, c'est-à-dire l'autorisation canonique de publication délivrée par l'évêché, son biographe, l'abbé Poisson, n'est en général guère précis, mais il contourne l'obstacle en citant des correspondances entières et parfois en apportant d'intéressantes synthèses. Il faut bien reconnaître que le coup de feu du 12 décembre 1943, qui étendit l'abbé Perrotte dans un chemin creux, n'a été que la suite logique d'une haine que lui avaient vouée ses ennemis implacables. La main qui l'a frappé n'était pas la plus coupable. En 1943, l'abbé Perrotte avait enrichi son compte d'ennemis. À ceux d'avant-guerre s'ajoutaient les pouvoirs publics de Vichy et ceux en exil à Londres, donc les occupants français. L'appareil communiste, qui avait tardivement découvert les vertus de la résistance à la suite de l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'Union soviétique, voulait profiter des circonstances pour régler une fois pour toutes son compte au bouillant abbé. Beaucoup de monde pour un seul homme. Le destin de l'abbé Perrotte allait entrer en collision frontale avec les intérêts communistes quand l'abbé dénonça en chair et dans les colonnes de Feyzabraise le massacre de Katyn. L'évocation publique de ce crime atroce, commis par la police stalinienne, scellait le sort du prêtre. Un parti aux ordres de Moscou. À la suite du traité germano-soviétique d'août 1939, événement déterminant de la Seconde Guerre mondiale, tous les partis communistes ont reçu l'ordre de Moscou de s'accommoder avec l'Allemagne hitlérienne. En conséquence, la France devait interdire en septembre 1939 le Parti communiste français pour collusion avec l'ennemi. Les communistes ont obéi aux consignes de leur hiérarchie sans état d'âme. Ils considéraient que l'Union soviétique était leur patrie et la France seulement leur pays. Surtout implanté en région parisienne, dans les grandes villes et dans les bassins industriels ou miniers, le PCF a, durant la guerre, 68 mois, collaboré activement 22 mois avec l'armée allemande du 1er septembre 1939 au 21 juin 1941, ce qui conduisit le gouvernement français à adopter le décret Serrault du 2 avril 1940 qui prévoyait la peine de mort pour les activités contraires à l'intérêt national. Ces mesures législatives contre les alliés des hitlériens trouvaient leur justification dans les menées du Parti communiste. Les militants de ce parti ont fraternisé avec les soldats allemands, multiplié les actes de démoralisation de l'armée française par tracts et journaux clandestins, fourni des renseignements à l'ennemi, suscité des désordres à l'arrière, incité à la désobéissance et à la désertion, commis dès janvier 1940 de nombreux sabotages dont certains vaudront à leurs auteurs d'être fusillés par le gouvernement de la Troisième République. Puis le 21 juin 1941 survint l'attaque lancée par l'Allemagne contre l'Union soviétique. Tous les partis communistes reçurent alors l'ordre de combattre l'Allemagne pour aider la patrie soviétique et de se préparer à prendre le pouvoir dans leur pays, France pour le PCF, une fois la victoire militaire des Alliés acquise sur le terrain. Le soulèvement populaire spontané tardant à venir, le parti organisa des assassinats d'officiers allemands pour susciter de violentes réactions allemandes dont il pensait être le bénéficiaire. En Bretagne, c'est l'attentat contre le Feldkommandant Karl Hautz, abattu à Nantes de 2 balles dans le dos, qui se traduit par la tragédie des 50 fusillés de Châteaubriand. Un drame qui est la conséquence directe de la stratégie de terreur voulue par les dirigeants du Parti communiste, en dépit de l'opposition du général français de Gaulle. Cette stratégie de la terreur prévoyait d'attaquer l'occupant ou l'autorité du moment, de provoquer des répressions sanglantes, de libérer des zones favorables, d'y asseoir l'autorité des partisans par la terreur. Les méthodes avaient déjà été mises en pratique à l'occasion de la guerre d'Espagne. Incendie, viol, violence, séquestration, enlèvement, meurtre, assassinat de personnalités susceptibles de faire obstacle à l'instauration d'un régime communiste le jour venu. Un des moyens était de créer une apparence de légitimité en mettant sur pied des tribunaux révolutionnaires.
Près de 1200 personnes seront ainsi assassinées en Bretagne, hors de toute nécessité militaire à partir d'août 1943. Un triste record sur lequel les communistes devraient entreprendre un double travail de mémoire et de repentance. On comprend mieux ainsi pourquoi l'abbé Yann-Vari Perrotte, recteur d'une paroisse située dans une zone à libérer, nationaliste breton influent, prêtre respecté, intellectuel brillant, anticommuniste notoire, était sur la liste noire des équipes de tueurs du parti. Le cas du recteur de Scrignac n'était pas isolé. Un de ses correspondants les plus réguliers, Pierre-Marie Lervienne, recteur de Quimper et Guézennec, connut le même sort. Il fut sauvagement assassiné le 10 août 1944, alors que les Américains étaient à Brest depuis le 7. À la question « Si vous aviez quelque chose à reprocher à l'abbé Lervienne, pourquoi ne pas l'avoir conduit à Rennes ?» Un FTP local, Guingamp Nord 2 Pontrieux, aurait répondu « Nous n'aurions plus eu le moyen de le tuer. » Un assassinat préparé de longue date. Lorsqu'il est question de la mort de l'abbé Perrotte, les études se focalisent sur des détails d'exécution dont l'évocation éclipse la genèse de l'attentat. Pourtant, les prolégomènes de l'assassinat ne manquent pas de soulever des points intéressants. Au début de 1943, les résultats analytiques du BCRA rangeaient les mouvements bretons et notamment les séparatistes parmi les entités à neutraliser afin de pouvoir contrôler la Bretagne qui prenait une grande importance stratégique dans l'hypothèse d'un futur département. Il faut se souvenir que les décisions du BCRA se fondaient sur les renseignements transmis par la résistance en France. Or, dans le cas de l'abbé Perrotte, et de la Bretagne donc, ce sont les communistes locaux qui informaient Londres. À l'appui de cette thèse, les dires de Guy L'Enfant, radiotransmetteur, responsable du bureau des opérations aériennes de Bretagne-Ouest, qui a déposé en 1979 par écrit auprès de Désiré Camus, auteur de l'ouvrage « On nous appelait terroristes », édition Scolvraise. Un témoignage selon lequel le BCRA aurait adressé en juillet 1943 un message de Londres ordonnant l'exécution de l'abbé Perrotte. Les énergiques protestations des colonels Rémy et Passy consécutives à l'assassinat permettent d'en douter. Tout semble indiquer que le BCRA n'est pour rien dans la mort de l'abbé Perrotte. C'est bien dans le cadre de la politique d'assassinat amorcée en août 1943 par le Parti communiste que le recteur a trouvé la mort. Marcel Dufriche, âgé de 32 ans, chargé des basses œuvres en zone M Grand Ouest, est venu en Bretagne, zone M3, où il a pris contact avec Daniel Trélu, le responsable de cette zone, pour habiller le crime. En effet, selon des récentes directives du commandement du PC à Paris, les exécutions sommaires devaient être légitimées par une enquête et le jugement d'un tribunal révolutionnaire. Le Parti communiste, visant la prise de pouvoir, disposait déjà d'une force armée, les francs-tireurs et partisans, d'une organisation politique et administrative, le Front National. Il se créa une légitimité en constituant des tribunaux révolutionnaires composés, bien évidemment, de communistes, rendant des jugements destinés à éliminer les empêcheurs de tourner en rond potentiels. Marcel Dufriche n'ignorait rien de la procédure car il avait été l'agent d'exécution du premier tribunal révolutionnaire mis sur pied le 13 mars 1942 par le bataillon Valmy en cours de formation sous les ordres de Jacot dit Paris, lequel avait reçu ses premières armes en février 1942, Colt M1911A11 de 11,43 mm et des Browning de 6,35 fournis par Laverdet, un agent parachuté du BCRA du colonel Passy. Le tribunal, dirigé par Marius Bourbon, dit Bordeaux, avait condamné à mort Georges Désiré, interrégional communiste de Normandie, qui était accusé d'à tort d'avoir dénoncé une centaine de communistes parisiens. L'intéressé sera réhabilité après la guerre. Dufriche, dit de Thiais, fut désigné pour exécuter la sentence. Il parvint à ses fins après un essai infructueux. Il assassina Désiré chez Madame Laguerre, à Chatou. Le corps fut jeté dans la Seine. La mort de l'abbé Perrotte fut elle aussi précédée par un simulacre de jugement rendu par un tribunal communiste où jouait un rôle déterminant le chef de gare local après enquête diligentée à Scrignac par un pseudo-magistrat instructeur, Le Foll. Le verdict précédant le jugement, il suffisait de le légitimer, ce qui fut fait. Marcel Dufriche fut hébergé chez le père de Daniel Trélu, cordonnier à Quéménéven, où il demeura jusqu'à la fin de 1943.
le fol conclut à la nécessité de la peine de mort. Dufriche et Trélu firent entériner cette conclusion par le tribunal réuni chez Rosine Kersulek à Sker en novembre 1943. La première tentative d'assassinat échoue le 26 novembre 1943. Pressé d'en finir, Dufriche désigne un nouveau tueur, au cours d'une nouvelle réunion tenue début décembre chez Rosine Kersulek et en présence de Daniel Trélu. La mission est attribuée au jeune communiste Jean Tepote, né en 1923, fils d'une garde-barrière de Sker et d'un employé de chemin de fer. Il connaissait Scrignac, mais pas l'abbé Perrotte. Quelques jours plus tard, embusqué à l'épicerie du carrefour de la Croix-Rouge, Tepote voit passer un prêtre accompagné d'un enfant de chœur. Il demande confirmation de l'identité du recteur, et n'est voir personne, c'est lui le recteur. Puis il se dépêche à travers champs, et vers midi, après un premier coup manqué, l'atteint mortellement à la tête. Des accusations mensongères. Pour justifier l'injustifiable, les communistes ont multiplié les rumeurs contre l'abbé Perrotte. Il aurait dénoncé des communistes, il aurait reçu des officiers allemands, etc., etc. Ces mensonges ne peuvent pas occulter qu'ils ont tué un homme pour la seule raison que la force de son verbe mettait en péril leur projet politique. Comme l'explique fort bien Viktor Zaslavski, professeur à l'université de Leningrad et ensuite à l'université Luis Guido Carli de Rome, les communistes des années 1940 n'avaient pas à l'égard de la vie humaine la même attitude que nos contemporains. Ils se voulaient les acteurs d'une transformation de l'ordre ancien. Pour créer la société nouvelle dont ils rêvaient, ils pensaient sincèrement qu'il fallait se débarrasser des scories incapables d'adhérer à leur projet, comme un jardinier qui arrache des mauvaises herbes sans remords ni mauvaise conscience. En ce sens, l'assassinat de l'abbé s'inscrit dans la même logique inhumaine que celui des officiers polonais entre les mains du NKVD dans les fosses de Katyn. Une mort devenue un symbole. Les milieux bretons verront dans la mort de l'abbé Perrotte un symbole. Comme l'écrit Maodès Glandour dans le Blunbrug en 1953, ses ennemis ont voulu tuer en lui la Bretagne tout entière, telle qu'elle avait été dans le passé et telle qu'ils voulaient qu'elle restât toujours. Puis ajoute « Nous n'avons pas eu dans le passé, et nous n'aurons pas dans l'avenir beaucoup d'hommes de ce genre, dans le cœur desquels la Bretagne vit, qui sont porteurs eux-mêmes d'une Bretagne vivante, car un pays n'existe que dans l'esprit et le cœur des gens, il n'y a pas de Bretagne en dehors des Bretons. » Les résistants bretons non communistes ont, dans leur ensemble, condamné l'assassinat de l'abbé Perrotte et n'ont pas pratiqué l'assassinat politique à grande échelle dans leur zone d'influence. C'est ainsi qu'en Haute-Bretagne, là où les maquisards communistes étaient minoritaires, il n'y a pratiquement pas eu de politique délibérée de terreur, et la liberté, ou plutôt la reprise de l'occupation française, n'a pas été obtenue au prix de la guerre civile. Encart et annexe. La logique de mort du stalinisme, extrait du massacre de Katyn de Viktor Zaslavski aux éditions du Rocher, publié en 2004. Alors qu'il donnait l'ordre de tuer des dizaines de milliers d'officiers et de déporter des centaines de milliers d'habitants de la Pologne orientale, les dirigeants staliniens ne se considéraient pas comme des criminels, mais comme des bienfaiteurs au service de l'humanité. Ils étaient seulement en train d'accélérer le cours de l'histoire dans sa progression vers la société parfaite. L'histoire avait déjà condamné ces catégories à la mort sociale, et l'État soviétique devait seulement, de manière rationnelle et planifiée, aider le processus historique à parvenir à son inévitable accomplissement. Il ne faut pas sous-évaluer l'emprise que cette idéologie, qui permettait de justifier l'utilisation de la terreur au nom du bien commun, avait sur une partie non négligeable de la population soviétique et sur l'ensemble du mouvement communiste international. Il suffit de citer le rapport de Wanda Bartoszewicz, membre du Parti communiste polonais, envoyé fin 1941 par le Comintern comme agent dans l'armée d'Anders en formation sur les territoires soviétiques pour connaître l'état d'esprit et les orientations politiques au sein de cette armée. 99% sont des personnes libérées des prisons, des camps et des lieux d'exil. Tous sont de véritables ennemis de l'URSS, prêts à se venger de leurs souffrances. Rien ne pourrait changer les personnes parmi lesquelles je me trouve, et il faudra simplement les éliminer. Testament rédigé en juillet 1918 sur le front de l'Argonne par l'abbé Perrotte.
Ce texte peu connu est très révélateur des opinions de l'abbé Pérotte. Elles expliquent en grande partie la haine dont il a fait l'objet de la part du Parti communiste et des milieux hostiles au nationalisme breton. Chers Bretons, vous que j'aimais tant et que j'aimerai toujours, je vous demande une prière pour que je puisse être reçu par nos vieux saints au paradis du bon Dieu, malgré que je sois un grand pécheur. C'est pour Dieu et pour la Bretagne que j'ai défendu toute ma vie, que je meurs au pays des Français. Je meurs pour la plus grande gloire de Dieu et de la Bretagne. Mon plus grand souhait, avant de quitter cette terre, est de revoir mon pays, de Rennes à Saint-Mathieu fin de terre, gouverné comme autrefois par des Bretons, et par des Bretons seulement. Chaque homme maître en sa maison, chaque peuple maître en son pays. Chers compatriotes, Bretons sincères et courageux comme vous l'êtes, vous lutterez jusqu'à ce que vous voyiez le jour heureux de la liberté rayonnant sur la Bretagne pour votre plus grand bien, celui de la foi et de vos enfants. Les Anglais ont fait beaucoup de mal à notre peuple quand nos ancêtres durent fuir la Grande-Bretagne et descendre sur les côtes sauvages de l'Arvor. Plus de mal encore nous ont fait les Français durant ces 400 dernières années, et notamment dans les 30 années que nous venons de voir s'écouler. Les Anglais ne cherchaient à détruire que les biens terrestres de nos ancêtres. Les Français, après avoir supprimé nos droits les uns après les autres, inspirés qu'ils étaient par l'esprit du mal, firent tout ce qui était en leur pouvoir pour nous ôter les plus précieux trésors qui nous venaient de nos aïeux à travers les siècles, le breton et la foi. Ah, chers compatriotes, croyez-moi, sachant tout cela, vous ne vous protégerez jamais assez de la méchanceté de nos voisins les plus proches, et, au nom de Dieu, ne cessez de lutter tant que vous n'aurez pas reconquis, l'un après l'autre, les droits que nous avons perdus. Les droits de la Bretagne, comme les droits de chaque peuple, sont sacrés, et ils ne peuvent être supprimés, à moins de réduire d'abord tous les Bretons au silence. Sainte Anne, grand-mère de notre Sauveur Jésus-Christ, mère de la Vierge et mère de notre pays, bénissez les Bretons et faites que vive la Bretagne à jamais. La synthèse du Marweiler. Ce texte est absolument accablant dans sa simplicité et sa sincérité. Il montre notamment le collaborationnisme du Parti communiste avec les Allemands, collaborationnisme qu'ils ont commodément tenté de faire oublier dès lors que les Allemands ont attaqué l'Union soviétique en 1941. Le collaborationnisme, la violence, les politiques de terreur et d'assassinat, tout cela, ce sont des crimes bien réels qui ont été commis par les communistes durant la Seconde Guerre mondiale. Le fait qu'ils aient tous comme un seul homme retourné leur veste, obéissant ainsi aux ordres de Moscou, ce qui fait d'eux, du coup, doublement des apatrides et des traîtres. Et curieusement, c'est une partie de l'histoire que, à mon avis, et de l'avis général des personnes qui connaissent cela, on ne leur en renvoie pas suffisamment dans la figure. Particulièrement quand ces gens-là sont les premiers à dénoncer un passé collaborationniste de l'EMSAO qui est, comme l'indique ce texte, en réalité largement fantasmé et fabriqué de toutes pièces par les communistes eux-mêmes. S'il est vrai qu'une frange de l'EMSAO s'est engagée auprès de l'Allemagne nazie de manière militaire et militante, ça n'a été qu'à la fin de l'année 1943, après l'assassinat de l'abbé Pérotte et en rétorsion de celle-ci. On peut ajouter d'ailleurs que ce mouvement s'est fait contre l'avis de la majorité de l'EMSAO, qui, bien que profondément affectée par le meurtre ignoble de l'abbé Pérotte par les traîtres rouges communistes, est restée largement désengagée des opérations de la Seconde Guerre mondiale. De même, le récit de la vie et de la mort de l'abbé Pérotte, les raisons de son meurtre et la lecture de son testament écrit sur le front de l'Argonne en 1918 sont une réfutation éclatante des tentatives de certains patriotards français modernes, comme Yuen Kawissin, de s'approprier l'héritage culturel et linguistique de l'abbé Pérotte en le réduisant à un simple régionalisme, voire à du patriotisme français que l'abbé Pérotte n'a jamais exprimé.
Bien au contraire, son testament de l'Argonne est une dénonciation violente de l'occupation française, de tous les maux qu'elle a apportés en Bretagne, et l'expression d'un souhait selon lequel l'abbé Pérotte aura toujours vécu jusqu'à l'instant de sa mort, à savoir chasser les Français de Bretagne, permettre que les Bretons se gouvernent en eux-mêmes, par eux-mêmes, afin que puisse vivre la foi en Bretagne portée par la culture et la langue bretonne. Bibliographie. Qui a tué Jan Vary Pérotte? Enquête sur une mort obscure, par Thierry Guidet, édité à Cobb Braze. Moscou-Paris-Berlin, les télégrammes du Comintern, par D. Péchanski, édité chez Taillandier. Histoire de la résistance, par François-Georges Dreyfus. Arceisbreur, création bretonne entre tradition et modernité, 1923-1947, musée de Bretagne. L'abbé Pierre-Marie Lervienne, écrit par l'abbé Henri Poisson aux éditions de Montsouris en 1959. L'abbé Jean-Marie Pérotte, abbé Henri Poisson, édition Plion en 1955. La Bretagne dans la guerre par Hervé Le Boterf aux éditions France Empire 1971. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ces lectures, relativement courtes, vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir, afin de savoir si je peux ou dois en préparer d'autres. Comme toujours, vous êtes les bienvenus pour rejoindre le Parti national breton et son action, pour participer à notre militantisme, nos formations, car nous qui sommes nationalistes, marchons sur les traces de l'abbé Pérotte, nous croyons comme lui à un pays qui sera un jour libre et rayonnant, car comme l'abbé Pérotte, et comme bien d'autres avant lui, avec lui et après lui, nous nous battons pour une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Braise, Braise Atao.